Yo, du coup aujourd'hui on va se faire le focus sur les décibels. Je suis tout seul parce que parce que pas trouvé grand monde pour parler de ce profil. Euh, c'est pas un profil qui fait une grande unanimité parmi les très gros joueurs. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire dessus? Déjà c'est une super figue. Donc c'est le nouveau profil Lune Rouge. C'est un éthéré, donc c'est le quatrième éthéré si je dis pas de bêtises. Il y a, c'est ça, Marlowe, Gareth, Slint et les décibels, donc quatrième éthéré. Euh, Au niveau des stats, assez classiques. 3 d'endu, 4 de combat stable, 4 de défense stable, 5 d'esquive stable. Stable, donc la même valeur jaune et rouge. Et 13 PV, donc quelque chose d'assez classique. Euh, Faut voir ses mécanismes de défense, mais c'est un éthéré qui est plus fragile que Hogarth et Slint sur le papier, qui est d'être à peu près équivalent à Marlowe. Marlowe a une meilleure défense, mais une moins bonne esquive. Donc dès que Marlowe va se prendre un sonnet, il va moins bien se débrouiller que les décibels pour tanker. Mais voilà, rien de VT2, rien de spécialement choquant. Un petit type informateur qui pour l'instant sert à rien. Et je crois pas non, il y a rien qui combine avec l'informateur. Et donc on va pouvoir passer au kappa. Euh, je ferai la première kappa, je la ferai en dernière parce que c'est la plus importante et la plus spéciale et celle sur laquelle il y a plus de choses à dire. Donc la morsure de soupir, on cible une figurine qui a 1 les décibels. Elle prend une blessure qui ignore la protection et elle est à poison. Ça va faire un peu penser à la griffe de Perfide, qui est pareil, qui met une blessure et qui ensuite a un effet. Si on prend les moniales, Perfide. Donc là, bon, la différence, c'est que zone de menace pour Perfide, donc ça marche pas quand on a les tapeurs, ça marche quand on a les tapeurs pour les décibels. Mais sinon, une blessure, et là, le combat passe à 4. Bon, là, ça met l'état poison. L'autre différence, c'est que celui-là coûte une fatigue. Pour Perfide, ça coûte rien les décibels. Et en échange, c'est en jaune pour la morsure de soupir. Et c'est en blanc pour Perfide. Mais voilà, c'est des copas qui se ressemblent dans le sens où on cible quelqu'un qui a 1, on lui met un dégât et on lui applique le poison. Euh, Perfide va vouloir le faire sur ses potes, notamment sur Ayun. Là, il n'y a aucun intérêt à le faire sur des potes. Il n'y a aucun cas où on a envie de se faire une blessure à soi-même, sauf peut-être avec eux. Voilà, si, on va pouvoir le faire sur les gamins pour déclencher l'alerte euh, et pouvoir pousser un garde en direction des gamins. Donc voilà, c'est un petit tricks, un mini tricks. On met une blessure au gamin, ça nous permet de choper une poussée de garde. Et l'état poison, donc l'état poison ça met la VT à 0. Quand est-ce que c'est très très important l'état poison? Bon, si vous le faites sur un scoreur adverse, il va être obligé d'enlever le poison avant de mettre quelqu'un en fuite pour choper des points. Mais ça va permettre surtout sur des missions comme... alors je pense qu'il y en a 2, il va y avoir butin et trappe. Prenons l'exemple du butin. Donc le butin, pour rappel, il y a un objectif au centre. Une figurine se colle au centre, va ensuite ramasser un butin, et une fois qu'elle a ramassé le butin, elle doit l'amener à un décor qui va être, euh, qui va être en face. Euh, et donc le déposer contre le décor. Et dès qu'elle touche le décor, elle est obligée de poser son marqueur objectif. Et elle marque un nombre de points égal à sa VT. Imaginons que Perfide ait ramassé mais n'ait pas posé le butin. Les décibels peut y aller, lui mettre le poison. Et ensuite, avec quelqu'un d'autre, on vient frapper, on pousse Perfide contre le décor. Elle arrive sur son décor objectif, elle est obligée de poser son butin. Et elle pose son butin avec une valeur tactique de 0 parce qu'elle a le poison. Donc c'est un move
qui commence à être connu quand on met du poison, c'est un move très fort. Le contre à ça, c'est au moment où on ramasse, on va tout de suite poser. Tant qu'on n'a pas... Voilà, quand on affronte quelqu'un qui met le poison, donc Lady Cybele ou quelqu'un d'autre qui met le poison, on ramasse pas pour rien faire avec. On ramasse et on va poser tout de suite, pour éviter de se prendre ce move-là. Donc voilà pour la morsure du soupir. Pour son don, c'est un don passif, c'est un des premiers dons passifs qu'on ait dans le jeu, il me semble. Et c'est quand elle subit au moins une blessure, donc imaginons que Perfide vienne taper Lady Cybele. Si Lady Cybele subit une blessure, on a le droit d'utiliser un point d'ombre. Dans ce cas-là, on va pouvoir la TP à 2. Et à la place, on va poser un marqueur nuisible. Ce marqueur est retiré du terrain à la fin du tour. Ok. Voilà, si le marqueur nuisible gêne avant la fin du tour, il va partir à la fin du tour tout seul. Mais s'il gêne avant la fin du tour, on peut le retirer. Donc pour une fatigue, Perfide peut retirer le marqueur nuisible, mais dans ces cas-là, elle subira l'état poison. Donc c'est plutôt c'est un système de retrait, c'est un système qui va permettre de partir. Le nuisible va permettre de bloquer le chemin, donc la personne ne va pas pouvoir enchaîner avec une deuxième charge ou venir... ça va être compliqué de venir charger les décibels ici. Voilà, c'est un système pour se barrer qui est pas mal, qui évite qu'elle se fasse vraiment enchaîner. Parce que c'est là que ça peut être compliqué pour elle si elle se fait prendre par beaucoup d'attaques. Elle a que 3, mais classique 3 d'endurance, mais voilà, c'est son système de défense, on va dire, avec son esquive. Donc pas hésiter à esquiver avec elle. Esquive, si du coup au lieu de se prendre 4 dégâts, on s'en prend que 2, hop, en plus on se TP et on recule, et ça permet de rester en vie quand même assez longtemps. Et par contre c'est limité une fois par tour, donc il faudra attendre le prochain tour avant de pouvoir le réutiliser. Ça peut aussi être quelque chose d'agressif. On peut très bien imaginer Lady Cybele qui charge, Perfide qui riposte. Elle a riposté, elle m'a mis un dégât, je me TP à 2, je dégage le chemin, bon bah non ça marche pas trop, mais j'ai Ogarev qui vient charger derrière comme ça. Donc ça peut aussi être quelque chose, un move agressif. Ça marche sur tous les blessures qu'on subit, ça marche si on subit du feu en fin de phase, ça marche sur tout. Ça permet d'être très très mobile aussi. Donc en général, on va quand même avoir tendance à l'utiliser. Hein. Donc c'est un éthéré qui va souvent utiliser son point d'ombre à lui. Voilà. Et puis maintenant, on va attaquer le cœur du sujet avec l'ombre courtisane. Donc l'ombre courtisane, qu'est-ce que c'est comme kappa? C'est une kappa passive. Au début du premier tour, on désigne un adversaire. Donc ça, c'est en cas de multi, mais si on joue classiquement 1 contre 1, bah, c'est l'adversaire. À chaque moment de la partie, Lady Cybele a un bonus de combat de X, où X est le nombre de points d'ombre dans la réserve de joueurs. Donc c'est-à-dire que si l'adversaire a une compo, je sais pas, avec, on va dire une compo classique avec deux éthérés, je sais pas qui je peux mettre en plus, Alpine. Une compo classique, Lady Cybele au début du tour est à 6 de combat. Donc là on a un 6 de combat VT2 avec 3 d'endu. C'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Donc quand on affronte une Lady Cybele, il faut prendre le moins d'éthérés possible dans sa draft. Et il faut essayer de prendre des dons qu'on va pouvoir utiliser très tôt dans le tour pour lui faire baisser son combat à 4. Donc là, typiquement sur cette compo-là, Perfide, elle n'a pas de don, on ne peut pas l'utiliser. Madeleine, on n'a pas envie de l'utiliser tout de suite, on a envie de l'utiliser sur la 5 de l'adversaire pour avoir la peau de roc au maximum. Morgane est pas mal parce qu'elle a son don qui est une fois par phase.
Et Alpine, pareil, on n'a pas envie de l'utiliser n'importe quand. Donc on va essayer d'utiliser assez rapidement les dons de Morgane pour utiliser nos points d'ombre très vite. Et, et utiliser nos points d'ombre très vite et du coup lui baisser son combat à 4. À 4, c'est un profil qui est tout à fait correct et acceptable. Hein. C'est pas un profil qui est nul. 4 de combat VT2 avec 3 d'endu, c'est quelque chose d'assez classique. Dès qu'on monte à 5 de combat en du 3 VT2, c'est des choses qui ont été beaucoup erratées sur les dernières vagues d'errata. Ne pas avoir ces profils à 5 combats VT2 en du 3. Et alors après, si on monte sur du 6, du 7 ou même du 8 de combat, hop, là ça devient monstrueux. Donc c'est une capa qui, même sans la jouer, en fait, rien que le fait de l'avoir dans la draft de possible, comme on ne sait pas ce qu'on affronte au moment où on choisit, le fait de l'avoir possible dans sa draft, ça fait que l'adversaire ne va pas avoir envie de prendre des éthérés. Et donc en fait, c'est un profil qui, quand on joue l'une rouge, je parle à un niveau entre guillemets compétitif, quand on joue l'une rouge, il faut prendre les décibels, il faut avoir les décibels, mais c'est pas forcément intéressant de la jouer. Il faut juste l'avoir dans sa draft pour faire peur à l'adversaire. Et s'il a commencé à prendre 2 éthérés, hop, on peut prendre les décibels. Donc moi, clairement, maintenant je vois du lune rouge, s'il y a les décibels possibles en face, je ferai tout ce que je peux pour jouer en un seul éthéré. Et même à un éthéré, faut se méfier, parce qu'à 5 de combat, ça devient vraiment quelque chose de costaud. Donc il faut prendre ce... Comment dire il faut essayer de prendre un éthéré, et en plus d'avoir des dons qui sont faciles à utiliser en début de tour. Je pense à des dons comme Illis par exemple, où tu dis bon bah tant pis, hop, j'utilise mon don sur la première phase et puis c'est pas grave, j'en aurai pas pour la suite. Des dons comme Ayun, des dons qui ont pas de conditions pour être utilisés. C'est sûr que si elle commence à affronter par exemple une compo un peu, je sais pas, un peu comme ça, avec une Morgane, une Gargoule, une Perfide et... Bon, j'exagère parce que je pense pas que ce genre de compo soit très très viable, mais une Bathilde. Donc là, 2 éthérés, 6 de combat, les décibels, c'est bien mignon. Le but de la lune rouge, là, c'est de tuer Morgane. Si tue Morgane, il n'y a pas de don sur la Gargoule, il n'y a pas de don sur Perfide, il n'y a pas de don sur Bathilde. Donc ils pourront jamais utiliser leur point d'ombre. Donc les décibels va être à 6 de combat en permanence. Donc ça, contre la lune rouge, ce serait une énorme erreur de draft, de drafter quelque chose comme ça avec 3 profils qui n'ont pas de dons en fait, ou qui ont des dons, qui n'ont pas de dons, ou qui ont des dons difficiles à utiliser avec des conditions. Si on fait un peu un tour, la confrérie des bâtisseurs par exemple, la confrérie des bâtisseurs ont souvent besoin de leurs dons pour récupérer leur golem. Moi, je pense à Marbrook, qui veut avoir un point d'ombre mais qui veut le garder le plus longtemps possible pour, si jamais on lui pousse son golem loin de lui, qu'il puisse utiliser son don pour le récupérer. Donc il va avoir envie de garder son point d'ombre un maximum, et ça va être compliqué d'affronter une Lady Sibel pour lui. Vulcain Titane pareil, il a envie de, si possible, garder son point d'ombre pour placer son golem. Et lui en plus il a envie de jouer avec minimum 2 points d'ombre. Et la troisième avec Golem, elle est éthérée elle-même, donc pareil, on n'a pas forcément envie de la prendre. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a son don qui est une fois par phase, donc elle va pouvoir très vite utiliser ses points d'ombre. Mais, ça peut vite être compliqué quand même. En plus, c'est une guilde qui perd souvent ses points d'ombre quand il passe dans le rouge. Donc Magara perd en rouge, Marbrook le perd dans le rouge, Méline le perd dans le rouge. Donc dès qu'on va affronter quelque chose comme ça, on peut se dire, en tant que joueur lune rouge, off, je te mets, j'ai pas besoin de te tuer Marbrook forcément, je te mets juste Marbrook dans le rouge. T'as plus ton don, t'as plus de moyen d'utiliser tes points d'ombre. J'ai ma Lady Sibel qui devient très très forte, voire monstrueuse.
On a ça, on a contre les autres lunes rouges, on va pas forcément parler. Contre le royaume d'Argo, ça va vraiment dépendre de la compo parce qu'ils ont vraiment les extrêmes, hein. Ils ont des éthérés sans don avec Oaf. Et à côté de ça, ils ont des choses qui permettent d'utiliser leur don très très vite. On pense à Baba qui va pouvoir utiliser son don très très vite. Il y a Ribaldi qui va pouvoir utiliser son don très très vite et qui va être utile pendant tout le tour. Euh, Locke, c'est pas très difficile d'utiliser son don assez vite et il le perd pas. Euh, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce profil. Pourquoi c'est pas un profil que j'aime particulièrement? Bah parce que à cause de cette ombre courtisane qui font que voilà, on affronte la lune rouge, on a juste envie de pas jouer déterré en fait. Que Lady Swibel soit là sur le terrain ou pas. Ça aurait été plus intéressant si elle était obligée d'être le premier pick par exemple. Et dans ces cas-là, on aurait pu faire toute notre draft en nous disant ok, il y a une Lady Swibel ou il n'y a pas de Lady Swibel. Euh, mais ce que j'aime bien chez elle à côté, parce que je vais pas dire que du négatif quand même, ce que j'aime bien, c'est qu'elle va changer les cibles prioritaires. Souvent, en tout cas en Rix, en escarmouche aussi, mais en Rix particulièrement, euh, quand on joue vraiment bien, ce qui est intéressant, c'est de regarder la compo adverse et lui dire, ok, quand on fait une compo Rix, on ne peut pas avoir de tout. On est obligé de faire des choix et on n'est pas parfait dans tous les domaines. Euh, et du coup, tuer la cible principale adverse, identifier la bonne cible chez l'adversaire et la tuer, euh, c'est c'est une grosse partie du travail. À Kairis, quand on a un peu de pratique, normalement on est capable de tuer à peu près n'importe qui. Il n'y a aucune fille qui est immortelle à part les golems, mais on est capable d'attraper à peu près n'importe qui en enchaînant les cartes actions comme il faut. On est capable voilà, de tuer à peu près n'importe qui. Euh, et du coup, trouver la bonne cible, par exemple sur une compo, je sais pas, une compo Argo comme ça avec un lock comme ça, j'aurais tendance à dire faut tuer Baba très très vite. Comme ça, il marque plus de points. Là, il y a un combat, il y a deux VT1 qui vont pas marquer beaucoup de points, et le seul VT2, il a combat 2. Si on esquive ce contre-lock, il peut pas nous tuer, et là, donc l'adversaire peut plus vraiment marquer de points. Euh, sur une compo, s'il n'y a pas Baba et qu'il y a à la place, il y a. Non, s'il y a Baba, enfin, si la cible reste. Si on retire Ribaldi et qu'à la place on met, je sais pas, un, un Black, bon bah là pour moi la cible prioritaire devient Oaf. En se disant bah voilà, je tue Oaf, il n'y a plus de force de frappe en fait en face. Sauf si je décide de transformer Baba ou de frapper Locke ou de frapper Baba pour la transformer, mais si, si, si je me contente d'esquiver après, j'élimine Oaf, j'ai les points de l'éthéré, et en plus, il n'y a plus de force de frappe derrière. Donc cette partie-là, c'est une partie du jeu que je trouve vraiment très intéressante, être capable, en fonction de la compo, d'éliminer et de trouver la bonne cible à éliminer. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui apporte toujours des débats, on n'est pas tous d'accord, et ça dépend de la mission, ça dépend de la partie, ça dépend de plein de choses, mais y a rien que sur la draft en elle-même, il y a quand même toujours un point faible. En tout cas en Rix, il y a toujours des points faibles dans une compo. Il n'y a pas de compo vraiment parfaite. Euh, Ce que j'aime bien, c'est que les décibels apportent un nouveau point de vue à ça, en disant voilà, je vais aussi, pour déterminer quelle cible je veux vraiment éliminer en première, ceux qui vont pouvoir jouer des dons facilement et rapidement vont aussi vont monter dans mes cibles prioritaires. Et du coup, ça va changer ce qui normalement aurait dû être une cible prioritaire. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Euh, Par contre, ouais, niveau draft, c'est une catastrophe. Je trouve c'est une catastrophe ce qu'elle apporte. Euh, et oui, je pense que notamment en tournoi, il faut avoir les décibels dans son pool de draft, même si c'est pour pas la jouer, même si on n'a pas envie de la jouer, rien que pour se dire en face, il a une pression énorme
sur est-ce que les décibels va être prise ou pas, ça va pourrir la draft de l'adversaire. Euh, et ça c'est intéressant aussi, hein, d'avoir un profil qui, même par sa non-présence, a un impact. Je trouve juste que là, il est un peu surdimensionné, cet impact-là, un peu trop marqué. Et j'ai peur, on verra, hein, avec le temps, mais j'ai peur que pour les joueurs, même Lune Rouge, ce soit un peu rébarbatif de pas voir en se disant ah, bah, j'affronte jamais de compo avec 3 éthérés. Bah oui, t'as les décibels possibles, donc t'affronteras pas de compo 3 éthérés. Voilà, après, si par malheur vous avez oublié qu'il y avait les décibels et que vous avez fait une compo avec 3 éthérés, et ben il va falloir utiliser très vite vos dons et très très vite taper les décibels. Et elle se tombe, hein, voilà, 13 PV, 4 de def, 5 d'esquive, c'est pas insurmontable, elle se tombe, et rien que quand on la charge, la forcer à esquiver, bah, il va utiliser de la fatigue, et si elle utilise de la fatigue, même si elle a un gros combat, elle va être moins impactante. Donc ça se gère aussi. C'est pas parce qu'il y a les décibels que vous avez perdu si vous avez 3 éthérés, mais ça rend les choses beaucoup beaucoup plus compliquées. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a, à dire. C'est une top figue, j'adore la figue. Elle est magnifique, je l'ai pas peinte encore, mais j'aime beaucoup la figue. Sur les magies, on va quand même parler très vite fait des magies missions, très rapide. Ah si, j'ai pas parlé des. J'ai fait Lune Rouge, on s'en fiche. Les masses d'Ashgard, de toute manière, ils ont pour l'instant pas trop de moyens de changer sur leur compo, pareil pour Soleil Noir. Donc c'est pas très important. Monial et. Monial, on va avoir envie donc de mettre des compos avec très peu d'éthérés. Donc je pense notamment à je sais pas, des trucs genre Elise Bathilde. Calendis, ce genre de base là, on est très solide avec un éthéré parce que c'est obligatoire, avec une Madeleine par exemple, voilà, ce genre de compo, je pense que ça va être des choses que je vais personnellement régulièrement jouer contre la Lune Rouge. Euh, Royaume Margot, il y a beaucoup de choix sur des choses très différentes, mais je pense que Locke Ribaldi vont être une bonne base, parce que c'est une bonne base de base, parce que c'est très fort de manière générale. Euh, parce que Locke, son don est facile à utiliser et est très puissant. Parce que Ribaldi, son don est très facile à utiliser et il dure tout le tour. Donc même si on utilise phase 1, on va pouvoir continuer à en bénéficier pendant tout le tour. Euh, Tac. Et du coup, le syndicat, ce que j'avais pas parlé, alors eux, ils utilisent, quand on joue syndicat, on joue souvent beaucoup d'éthérés. Parce qu'il y a des dons très puissants. Mais du coup, bah voilà, Lune Rouge. Euh, je pense que personnellement, déjà je spammais Akiba, mais Akiba va être encore plus joué parce que ça permet d'ignorer l'armure de la Lune Rouge avec ses 2 dégâts qui ignorent l'armure et ça permet aussi, enfin c'est pas un intérêt. Alors son nom est pas facile, on peut pas l'utiliser quand on veut, donc faut se méfier quand même. Tout ce qui va être Ciao, très très sympa je pense. Isabella, Piepudo, enfin tous ceux qui sont pas éthérés en fait, hein. Donc ça va forcer à changer de draft. C'est intéressant. C'est un peu ce que faisait l'émission déjà avec. En général, quand on joue une trêve, donc quand on n'a pas de points sur le fait de tuer les figurines adverses, souvent on joue très peu d'éthérés. Parce que comme on met peu de points, et ben on n'a pas envie de donner 2 points d'éthérés. Les 2 points d'éthérés ont beaucoup plus d'importance. Et inversement, euh, sur la mission, comment elle s'appelle, l'Alliance éthérique, vu que les éthérés ne rapportent pas de points, on a envie d'en jouer beaucoup. Donc ce côté-là où les compos changeaient avec plus ou moins d'éthérés, pour moi c'était déjà marqué avec l'Alliance éthérique et la trêve. Euh, Il n'y avait pas forcément besoin de ce profil en lune rouge. Euh, voilà, on va voir comment ça vieillit. Euh, donc voilà, sur une mission Alliance éthérique, pour moi, les décibels, elle est presque utopique. Premièrement, l'adversaire va pas pouvoir bénéficier du fait d'avoir plein d'éthérés. Et deuxièmement, elle est éthérée, donc on a envie de la prendre et elle rapporte moins de points.
Et puis elle est VT2 quand même. Donc, pour moi, ouais, Alliance éthérique, on joue les décibels quasiment quoi qu'il arrive. Sur les magies pour finir, en très rapide, on va avoir comment elle s'appelle. La magie importante, c'est l'illusion des Fakistos. Donc on désigne une figurine qui est non éthérée, et elle devient éthérée, et son propriétaire gagne 2 points d'ombre. Typiquement, quand on joue les décibels et qu'on a ça dans les mains, on est heureux comme tout. On va désigner une figurine chez l'adversaire. Il va gagner 2 points d'ombre. Et s'il n'a pas construit sa draft de manière à utiliser beaucoup de points d'ombre très vite, et ben il va avoir ces 2 points d'ombre un peu pour rien. Imaginons une draft qui soit pas forcément qui est pas forcément mauvaise pour affronter les décibels. On va dire un golem, un Marbrook, Magara et je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut se prendre en confrérie bâtisseur, un truc qui soit pas. Et une Brenna, pourquoi pas une Mana? Ou un Hug. Bah là, il y a 3 dons à une fois par tour. Si on lui donne. Il a un point d'ombre de base. Si on lui en donne 2, il monte à 3, donc il va devoir assez rapidement utiliser les dons de ces 3 figurines. Maintenant, si Magara est dans le rouge, ou si Marbrook est dans le rouge, enfin si un des 3 est dans le rouge parce qu'ils ont tous des dons jaunes, ça c'est le fléau des bâtisseurs qui, une fois en danger, ont plus de dons. Mais donc si un des 3 est dans le rouge, bah déjà vous êtes sûr qu'il va minimum descendre à un point d'ombre. Et s'il en a 2 dans le rouge, ça commence à être vraiment dur parce que s'il y en a 2 dans le rouge ou un qui est pas là et un dans le rouge, un qui est mort et un dans le rouge, enfin, un qui est en fuite et un dans le rouge, il aura quoi qu'il arrive 2 points d'ombre dans sa réserve jusqu'à la fin du tour. Donc les décibels sera à 6 de combat minimum. Donc c'est quand même quelque chose moi je vais quand même plutôt avoir tendance à l'utiliser. Si j'ai ce genre de move, je vais plutôt l'utiliser en deuxième couteau en me disant il faut d'abord que je passe quelqu'un dans le rouge, que je commence à lui pourrir sa main et être sûr que ma Lady Cybele reste au maximum de sa forme pendant tout le tour. Mais donc l'illusion des Phalactistos, quand vous l'avez en main et que vous jouez Lady Cybele, c'est vraiment très très bien. Et parfois pas se précipiter, attendre un peu que vraiment l'adversaire soit pourri et par ses points d'ombre qui vont être dans sa réserve qu'il va pas pouvoir utiliser. S'il a une Morgane qui peut utiliser son don une fois par phase, bon bah c'est peut-être pas forcément intéressant de le faire parce qu'il va pouvoir au fur et à mesure baisser ses points d'ombre et donc baisser la force de Lady Cybele. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme magie? En fait, en magie, alors c'est plutôt pour affronter les décibels, mais il va y avoir toutes les cartes magiques qui permettent de dépenser ses points d'ombre. Voilà, de toute façon, le profil tourne vraiment autour de son ombre courtisane. Donc une allonge de Varrogue, qui est une carte magique qui est quand même assez faible, mais qui permet d'utiliser ce point d'ombre et donc de se dépenser son point d'ombre. Je pense plutôt même de manière générale encore meilleur que ce soit l'écaille de Nidhogg. Les décibels par exemple va être très fort. Si on prend un cas classique où il y a 2 éthérés dans la compo, j'ai pas sorti de compo à 2 éthérés forcément. Et ben on prend ça, on enlève Baba et on met Itzal. Royaume Margot. Itzal, elle est où? Itzal. Elle est en haut normalement. Itzal, voilà. Typiquement là, donc compo on va dire assez classique, deux éthérés. S'il y a les décibels en face, si le joueur lune rouge a l'initiative, en début de T2 par exemple, il va pouvoir commencer une agression en premier avec 6 de combat, ce qui est énorme en fait. Parce qu'on n'a pas du tout envie de subir quelqu'un à 6 de combat qui arrive
alors le profil est pas fait pour avoir 6 de combat. Il a tout ce qu'il faut à côté pour pas avoir besoin d'un 6 de combat. Donc si c'est le cas, ces magies-là permettent déjà de descendre un point d'ombre avant la première phase d'action de l'adversaire. Si le joueur lune rouge commence avec une 2, pour se dire je veux jouer en premier parce que je veux envoyer les décibels avant que le joueur aggro utilise ses dons, et ben voilà, le joueur aggro peut faire une magie et s'enlever déjà un de ces 2 points d'ombre par ce biais-là. Donc c'est plutôt des armes pour affronter les décibels, faire baisser ses points d'ombre. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et puis jouez là, faites-vous votre propre avis. Moi je suis pas un grand fan. Je sais que. Je crois qu'il y a des gros adeptes et des gros détracteurs de ce profil. La figurine, je crois pas, parce que je crois qu'elle a fait pas mal l'unanimité, elle est quand même magnifique cette figurine. Mais en tout cas sur le profil, il y a eu pas mal. Il y a des gros fans et des gros détracteurs. Moi je suis plutôt dans dans la deuxième partie, donc c'est dur d'en parler de manière euh, très subjective. Mais voilà, je voulais faire ce petit focus avant d'attaquer Russell et Archon qui m'intéressent beaucoup plus, on va dire. Allez, ciao.